La mycologie, science des champignons, revêt d'une dimension culturelle fascinante lorsqu'elle est abordée sous l'angle de l'ethnologie. Dans l'histoire des civilisations, les champignons occupent une place particulière, souvent marquée. On aime ou on n'aime pas. Mais concentrons-nous aujourd'hui par la fascination mycologique des peuples, par la mycophilie orientale. Bien plus qu'une simple ressource alimentaire, les champignons incarnent un lien intime avec la nature, et du latin campinolius qui veut dire produit de la campagne, le champignon est un fruit mystérieux. Et cette relation passionnée qui traverse les générations contraste avec l'aversion que l'on peut observer dans d'autres cultures. Ce nouvel épisode vous propose d'explorer la mycophilie à travers différentes sociétés, en soulignant l'importance culturelle et spirituelle. Dans le conte russe Le champignon de la pluie, une petite souris se réfugie sous un champignon pendant une averse. Successivement, un moineau, un lièvre, un loup et même un ours lui demandent de s'abriter. Bien que le champignon semble trop petit pour les accueillir tous, à chaque nouvel arrivant, le champignon grandit miraculeusement, permettant à tous de rester au sec. Lorsque la pluie cesse, la souris s'interroge sur ce phénomène et le moineau lui explique que le champignon a simplement grandi grâce à la pluie et qu'en connaissant les champignons, ils sont capables d'avoir des effets miraculeux. Voilà ce que les enfants russes entendent dès l'âge de 4 ans. La morale est saisissante de vérité quand on sait qu'aujourd'hui nous avons découvert certains champignons qui peuvent décomposer le plastique, sans parler des recherches actives contre les cellules cancéreuses. Il faut savoir que la cueillette des champignons est une pratique profondément enracinée dans la culture slave. Pendant des siècles, les familles sont réunies pour explorer les forêts à la recherche de champignons comestibles. Prières et chants sont à l'honneur avant de débuter une cueillette, car oui, cette activité est une nécessité alimentaire, mais aussi une tradition sociale et spirituelle, renforçant les liens familiaux et communautaires. Si je commence par cette introduction, c'est pour mettre en avant cette notion de mycophilie, car si des peuples ont une affection et un intérêt pour le règne fongique, c'est qu'ils ont dû les comprendre. Et s'il y a bien quelqu'un qui les a compris, c'est bien la momie Otzi. En 1991, la découverte d'une momie bien préservée dans les Alpes a fourni une fenêtre unique sur la vie des peuples du Néolithique. Surnommée Otzi, datant de 3300 avant Jésus-Christ, cette momie congelée dans un glacier portait avec elle plusieurs objets et outils, dont 2 champignons. Le premier étant l'amadouvier, Fomes fomentarius. En grattant l'intérieur du chapeau de ce champignon, on obtient une substance fibreuse et inflammable capable de prendre feu facilement lorsqu'elle est exposée à des étincelles ou des braises. Encore mieux, la coquille du champignon, une fois creusée, devient un très bon foyer pour que le feu ne s'éteigne pas tout en brûlant lentement la chair fibreuse du champignon, telle une lampe à huile. Et dans une époque sans allumettes ni briquet où le vent peut être votre pire ennemi, ce champignon était une ressource inestimable pour la survie en pleine nature. Parlons maintenant du second champignon retrouvé dans le panier de Otzi. Il s'appelle le polypore du bouleau, Ptyptoporus betulinus, et il est connu pour avoir des propriétés antiseptiques et avoir une capacité à affûter les lames. Le polypore du bouleau, qui pousse généralement sur les bouleaux, morts ou mourants, contient des composés aux effets antibactériens. Otzi pouvait l'utiliser pour soigner des blessures ou prévenir des infections, ce qui est cohérent avec la théorie selon laquelle il aurait pu souffrir de maladies parasitaires. Cependant, une autre utilisation fascinante du polypore est qu'il servait également à nettoyer et affûter les lames. La surface dense et résistante du champignon pouvait agir comme un abrasif naturel, utile pour entretenir des outils métalliques comme des lames, des flèches ou même des scies. Ces exemples prouvent à quel point il considérait les champignons, à tel point de les apprendre longuement, en large et en travers, pour trouver ses fonctionnalités. Je le rappelle, nous sommes en 3300 avant Jésus-Christ. Alors il y a ceux qui les apprécient, qui les mangent, qui les utilisent, mais montons d'un niveau. Il y a ceux qui les voient comme des soins naturels. Et il y a un nom pour ça, la mycothérapie. Médecine non conventionnelle utilisant des champignons médicinaux ou des extraits de ces champignons à des fins médicales. Et l'un des champignons les plus impressionnants est selon moi Inonotus obliquus, il est appelé le chaga. D'après sa latinisation du russe tchaga, il est l'exemple parfait du célèbre adage « l'habit ne fait pas le moine », car derrière sa silhouette croûteuse, brunâtre tirant vers le bois carbonisé, ce champignon parasite est une pharmacie à lui tout seul.
Il est anti-inflammatoire, immunomodulateur, hypoglycémiant et remplit plein d'autres usages qui sont confirmés par des études scientifiques qui affirment ses propriétés. Et pour finir sur le chaga, c'est l'aliment le plus antioxydant au monde, rien que ça. Ces recherches, ces avancées sont issues de mycophiles, car oui, il fallait bien être sensible au règne fongique pour oser chercher profondément toutes ces déclinaisons aux champignons. Les Russes, encore, vont continuer à pousser le sujet et c'est un certain Nikolai Lazarev, en 1947, qui va inventer le terme d'adaptogène. Il remarqua que certains champignons ainsi que des plantes avaient un effet particulier sur l'organisme en augmentant sa capacité à s'adapter au stress physique et émotionnel. Alors que ce soit le reishi, le chaga, le cordyceps, le maitake, le shiitake, le lion's mane ou même les tramètes versicolores, ils possèdent tous des facultés d'adaptation supérieures à la moyenne qui leur permettent de s'adapter à leur environnement et au corps humain en boostant l'organisme. Amélioration de la mémoire, des fonctionnalités cérébrales, un antioxydant, un soin pour votre peau, de vos cheveux, de votre santé cardiovasculaire, un confort intestinal, une lutte contre le vieillissement, un tonus physique, une meilleure récupération musculaire, un meilleur sommeil, un très bon relaxant ou même l'amélioration de votre libido, les champignons adaptogènes invisibilisés du XXe siècle sont aujourd'hui les stars des réseaux sociaux. Mais de la science à la croyance, il n'y a qu'un pas. Car dans un monde dans lequel survivent les traditions chamaniques, les réminiscences animistes, où l'homme est complètement immergé dans la nature, il est normal que les matériaux organiques tels que les champignons soient utilisés à des fins traditionnelles, voire spirituelles. Perchés au cœur des montagnes de l'Himalaya, les artisans du Népal continuent de préserver un art séculaire, la création de masques à partir de champignons, précisément des polypores. Ces masques, dont les origines remontent à des temps anciens, sont portés lors de cérémonies mystiques symbolisant la connexion profonde des habitants avec la nature. Ces polypores, âgés, usés par le temps, sont transformés en masques cultuels. Cueillis avec soin dans les forêts qui entourent les villages, les artisans inspirés par la nature et ses formes voient dans les bosses et les aspérités du champignon non pas des imperfections mais des rides vivantes, comme celles qui marquent les visages des sages. Ces reliefs naturels racontent le passage du temps, l'expérience accumulée et la sagesse née d'une vie en communion avec les forces naturelles. Alors pendant que le Parisien abat un arbre car il y trouve des polypores dessus et que c'est pas beau, et que son jardin ne doit pas être contaminé, le Népalais décide de porter ces mêmes champignons sur son visage, devenant le temps d'un instant l'incarnation d'un ancêtre. Le recours aux champignons comme outil de purification est une méthode que l'on retrouve souvent dans différentes cultures, différents peuples. C'est assez révélateur de l'intime relation qu'ils ont avec leur environnement naturel. Dans le nord du Japon et dans l'extrême orient de la Russie vit un peuple autochtone appelé les Aïnous. Ils croient que toutes les créatures et les objets du monde ont un esprit éternel. Et quand ils ont un problème, n'importe lequel, ils brûlent le chapeau coriace de l'amadouvier. Et selon eux, la fumée devient un véhicule qui transmet l'énergie bienveillante du champignon aux esprits, créant une barrière invisible qui repousse les forces nuisibles. Pour eux, la nature n'est pas simplement un lieu de vie, mais une source de protection spirituelle. Oser créer un épisode uniquement sur la mycophilie orientale, sans évoquer la Chine, c'est un peu comme suivre discrètement un cueilleur en forêt pour dénicher ses coins, ça ne se fait pas. Alors, je m'y attelle. Parlons du chapitre Reishi. Ou Ganoderma lucidum, connu en chinois sous le nom de Lingzi, il occupe une place centrale dans l'histoire, la culture et les croyances spirituelles de la Chine. Cet incroyable champignon, considéré comme un symbole de longévité, de santé et d'immortalité, est souvent associé à des traditions millénaires, des récits légendaires et des œuvres d'art qui témoignent de son importance culturelle. Les premières références au reishi apparaissent dans l'un des plus anciens textes de médecine chinoise, rédigé il y a plus de 2 millénaires. Et dans ce traité, le reishi est décrit comme un élixir divin capable de prolonger la vie, d'apporter la sérénité et de restaurer l'énergie vitale, le ki. Ce champignon était tellement rare qu'il était autrefois réservé aux empereurs et aux sages. On croyait qu'il poussait dans des lieux inaccessibles, dans des montagnes sacrées baignées d'énergie céleste, car dans la mythologie chinoise, on raconte que le premier empereur de Chine envoya des expéditions pour trouver le légendaire champignon de l'immortalité afin de prolonger sa vie.
On sait aussi que dans l'Antiquité, on plaçait parfois des représentations du reishi dans les tombes des nobles pour assurer une vie éternelle dans l'au-delà. Oui, la longévité c'est avant, pendant et même après. Les archéologues ont découvert des sculptures de reishi en jade et en bronze, considérées comme des objets protecteurs pour accompagner l'âme dans son voyage vers l'immortalité. Le reishi est devenu un attribut essentiel dans les représentations des sages, souvent montrés dans des postures méditatives ou voyageant avec un bâton de marche dont l'extrémité est ornée d'un reishi. C'est avec ces histoires légendaires que le reishi fait partie du quotidien chinois. On le retrouve facilement dans la spiritualité, évidemment la médecine, dans l'art, jusqu'à même la décoration moderne du peuple chinois. La culture chinoise étant sensible au symbolisme, on retrouve sous les dynasties Ming dès le XIVe siècle, sur les décorations intérieures, que ce soit des meubles, des paravents, même des vases, le fameux motif du reishi. C'est dans leur quotidien. Les robes impériales des empereurs étaient souvent décorées du reishi, tout comme de nombreuses sculptures en jade qui ont été créées spécialement pour les cours impériales chinoises. Le jade, ce matériau qui revient, qui est lui-même symbole d'immortalité, est souvent sculpté en forme de reishi, combinant la signification du matériau et de l'objet. C'est en quelque sorte doublement immortel. La silhouette du reishi est assez particulière. Ses formes sont souvent comparées à des nuages ou des volutes. Elles ont également inspiré les architectes chinois qui les ont utilisées autant sur des fondations, sur des poutres principales de temples, tout comme des motifs décoratifs dans leurs sanctuaires. On retrouve ces motifs sur des poutres, des portes, des bordures de toit, des bas-reliefs, et par exemple, dans le temple du nuage blanc à Pékin, on peut apercevoir le reishi sur les 4 faces du temple, rappelant l'importance du reishi dans les pratiques taoïstes visant à atteindre l'immortalité. Ces références montrent à quel point le reishi est profondément ancré dans la culture spirituelle et artistique de la Chine et même d'autres régions asiatiques. Non seulement il est un symbole de longévité, d'immortalité depuis 2000 ans, mais il est aussi devenu un exemple pour l'humain, inspirant son quotidien, sa manière de penser, de manger, de construire et d'agir. Et encore aujourd'hui, les champignons continuent d'occuper une place fascinante dans nos sociétés. La mycophilie, ou l'amour des champignons, s'exprime aujourd'hui de manière innovante, créant un lien entre le passé symbolique des champignons et leur place dans les nouvelles technologies et la culture populaire. Et l'un des exemples les plus célèbres est sans doute Super Mario. Tout le monde le connaît, c'est l'icône mondiale des jeux vidéo, créée par Nintendo au Japon. Dans cet univers fantastique, on retrouve le fameux champignon rouge à pois blanc, rappelant selon moi la manite Tumouche, qui permet à Mario de grandir et de devenir plus puissant, tandis que le champignon vert à pois blanc, rappelant selon moi la manite phalloïde, lui fait gagner une vie supplémentaire. Ce mécanisme de transformation rappelle les croyances asiatiques anciennes dans lesquelles les champignons sont associés à la vitalité et à la longévité. En gros, quelle est la différence entre l'histoire de Super Mario et du reishi par rapport aux empereurs ? Dans le sens où l'utilisation d'un champignon devient un catalyseur de changement, donnant à un individu la force de surmonter les obstacles et d'acquérir des pouvoirs spéciaux. Sans parler de son fidèle camarade nommé Toad, en référence au mot Toadstool, qui est lui-même la traduction de chaise de crapaud. Et quel champignon appelons-nous comme ça ? Eh bien c'est l'amanite tumouche, ce qui explique d'ailleurs son caractère design. On pourrait même penser au jeu Mario Kart, où dès le début, la présence d'un champignon sur la route équivaut à un boost. Littéralement, prendre un champignon, c'est avancer plus vite. Zelda, Pokémon, Final Fantasy, Dragon Quest ou même Animal Crossing et j'en passe sont toutes des productions japonaises et traitent le champignon de manière positive et l'inscrivent dans l'amélioration perpétuelle, mais ça sera pour un prochain épisode. Alors, aux mycophiles, d'hier à aujourd'hui, je vous adresse ces mots, à vous les amateurs de champignons, se cachent souvent des âmes vagabondes, en quête de secrets enfouis sous la mousse, des saveurs oubliées, des trésors cachés, qui nourrissent corps et esprits. Et pour certains, ils sont plus que des mets, ils sont des alliés, des remèdes millénaires, enracinés dans des traditions. D'autres, en communion avec la nature, trouvent dans les champignons des partenaires dans leur quête spirituelle. Sous l'ombre des arbres, à la lumière pâle de la lune, des cérémonies naissent, des chants s'élèvent, des rites anciens résonnent guidés par ces êtres singuliers de la terre. Ainsi, les champignons deviennent symboles de transformation, de guérison et de connexion avec l'invisible. Ce lien, tantôt scientifique, tantôt mystique, révèle à celui qui s'y abandonne le règne fongique, où chaque champignon rencontré est une énigme éphémère et pourtant éternelle dans son apprentissage.